Je deviens rapidement un très grand fan du jeune Bob. Pour ceux d'entre vous qui le savent ou non, le jeune Bob n'a que 18 ans et il est vraiment, vraiment vif et brillant. Il appelle aussi son organisation Turning Point UK, dont le nom est emprunté à je ne sais pas si c'est officiellement affilié à Turning Point USA, fondé par Charlie Kirk, ou s'il s'en est simplement inspiré. Je ne sais pas à ce sujet, mais il est évident qu'il appréciait Charlie Kirk, et je suis presque sûr que Charlie Kirk aussi. S'il y a un paradis, alors il regarde sûrement d'en haut et il sourit probablement à ce jeune Bob, parce qu'il fait du bon travail. Alors regardons cette vidéo où le jeune Bob parle avec ce gars d'Antifa, d'accord, à propos des expulsions massives. Regardons ça. Bonjour. Donc, est-ce que tu te décris toi-même comme un ethno-nationaliste? Non, je suis un vrai soldat. Aucun intérêt. Examinez simplement mes positions. Je ne me définis pas moi-même comme un ethno-nationaliste, car je ne vois pas de vraie différence entre nationaliste civique et ethno-nationaliste. Cette culture décrit simplement l'histoire de l'ethnogenèse d'une tribu particulière. D'accord, donc évidemment, Brève description, sang anglo-germanique. Si quelqu'un est dans ce pays et qu'il est de deuxième génération, par exemple, né d'origine africaine, peu importe, asiatique, peut-il quand même être citoyen britannique? Sur le papier, ils peuvent être citoyens britanniques, mais ne sont pas natifs de ces îles, ni le peuple indigène installé dans la ville. Oui, c'est exact. Ethniquement, ils ne le sont pas, mais ils peuvent être britanniques sur le plan civique. Ou cependant, dans le cadre de ce système actuel de multiculturalisme, la question de savoir si être considéré comme civiquement britannique a réellement un sens à notre époque est sujette à discussion. Le problème de cette division entre nationalisme ethnique et civique n'est pas d'accepter les définitions proposées, mais de savoir si nous pensons vraiment que cette distinction a du sens. Je peux accepter qu'il y ait une petite partie des migrants qui sont vraiment en accord avec le comportement de mes ancêtres et la culture qui en a découlé. c'est un point valable, comme moi. Et je reconnais aussi que les gens comme moi sont une toute petite minorité. Mais la plupart d'entre eux ne le font pas. Ouais, D'accord. Donc on parle de l'époque actuelle où on n'a pas vu l'intégration se faire correctement. Ouais. Mais on ne l'a pas non plus vu à l'époque de Thatcher, par exemple, quand il séparait les communautés. Tu ne blâmerais pas le gouvernement conservateur de l'époque pour ça? En séparant des communautés comme à Rochdale et Oldham, par exemple. Oui, en quelque sorte. Je dirais que la désindustrialisation a forcé de nombreuses communautés à se mélanger, provoquant des troubles civils, car des communautés étrangères arrivaient encore, souvent issues des aciéries, et se retrouvaient au chômage. Donc nous avions aussi une nouvelle main-d'œuvre cependant dans les usines qui étaient en train d'être construites. Évidemment, nous avons connu la désindustrialisation avec la fin de la construction de chemins de fer, d'aciérie et de mines de charbon. Quant aux usines, l'industrie du coton et autres continuait à produire. Nous avons fait venir beaucoup de monde, oui. Je blâmerais probablement les Tories de ne pas avoir encouragé l'intégration, surtout avec le faible niveau de migration qu'il y avait à l'époque. Pas de problème. Oui et non, tu vois, c'est pour ça que je trouve ça. J'ai vraiment du mal à débattre avec toi parce qu'on tombe d'accord sur beaucoup de choses. En ce qui me concerne, je me décris comme un antifasciste de gauche, mais je remonte aux années 1980, à l'époque où les gens luttaient vraiment contre le véritable ethno-nationalisme et le néo-nazisme, comme le National Front, Combat 18 qui prônait un ethno-nationalisme violent. Évidemment, ce que tu défends n'est pas une forme d'ethno-nationalisme violent, mais tu es revenu sur le fait que le pays était blanc à 95%. Cela voudrait dire que beaucoup de membres intégrés de la société, noirs et issus des minorités visibles, seraient renvoyés dans leur non. il dit 95%, et je le répète souvent, car la population australienne ne doit pas passer sous 90%. Vous devriez toujours viser à rester entre 90 et 95%. Les 5% restants concernent les personnes capables de donner leur loyauté totale à l'Australie et de laisser derrière elles leur culture et leur pays d'origine. C'est pourquoi nous disons 90%. C'est pourquoi ces personnes disent 95%. C'est pourquoi, en tant qu'homme de couleur, je dis que cela devrait être 90 à 95%, et non 100%, car sinon il n'y a pas de place pour des gens comme moi, vous voyez. Et je l'ai déjà dit auparavant. Même expulsé pour sauver la civilisation occidentale, je reste une seule personne, ou quelques-unes comme moi. Et alors? Je ne pense pas que c'est le monde que nous allons créer. Je ne pense pas que l'Occident ira jusqu'à ce niveau de barbarie. Je ne pense pas que cela arrivera,
car la majorité des Occidentaux sont encore en avance sur leur temps et ne sont pas racistes. Ils deviennent plus culturalistes. Ils deviennent de plus en plus fiers, ou en fait ils défendent tout simplement leur héritage et leur identité, comme tout le monde l'a fait, au détriment de l'identité occidentale. C'est pourquoi nous disons que 90 à 95% de la population devrait rester composée des populations d'origine de celles qui ont fondé le pays. Parce que pour que cela reste ainsi, nous avons besoin de ces personnes qui ont construit ces pays ou des descendants de ces personnes. Changer ma position. Je crois en quelque sorte au modèle de Singapour où les régions ne peuvent pas dépasser une part de migrants de 10 à 15%. D'accord, mais nous avons déjà dépassé ce point, cependant. Et disons, Injuste. Je pense que lorsque nous regardons la population nationale de migrants et d'étrangers, je pense qu'observer au niveau national est une très mauvaise idée. quoi, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce qu'il a dit? Désolé, je dois arrêter. Tu sais comment il a dit? On a dépassé ce point. Oui, c'est vrai. Mais tu as vu comme il a mélangé les deux sujets? Il a d'abord dit: que se passerait-il si vous essayiez d'atteindre 95% de population d'origine autochtone dans votre société? Cela voudrait dire que toutes ces personnes qui se sont intégrées disparaîtraient aussi. Et ensuite il a dit: nous avons déjà dépassé ce stade. Oui, on le sait. C'est justement le point. Nous avons dépassé cette répartition. Je crois que le Royaume-Uni compte désormais 75% de blancs, peut-être 77%. Nous disons que cela devrait être entre 90 et 95% de blancs, ce qui laisserait, vous savez, ces 5 à 6 points de pourcentage pour les personnes intégrées. Donc beaucoup de ces gens devront être expulsés. Regardez ça, c'est Birmingham. Désolé, ces personnes ne se sont pas intégrées. Ils ne se sont pas assimilés. La seule intégration, la seule chose qu'ils ont vraiment faite, c'est d'encaisser leur allocation sociale. La seule forme d'intégration dont ils ont fait preuve, c'est, par exemple, ces gens-là. Ces gens doivent être expulsés. Ils ne se sont pas intégrés. Ils ne se sont pas assimilés. La seule chose de la démocratie ou de la société britannique qu'ils apprécient, c'est le fait de pouvoir toucher des allocations sociales. D'accord? Ces gens n'ont pas leur place en Grande-Bretagne. Sans s'en excuser, ils n'ont pas besoin d'avoir commis un crime pour être expulsés. Ils doivent simplement être expulsés. Une seule personne blanche, voilà tout. Qui a probablement épousé ce type? C'est tout. Oui, écoute, ce sera difficile. Mais encore une fois, il n'existe pas beaucoup d'exemples comme ceux-là. Il montre toujours ces cas compliqués. Et cette femme britannique blanche, alors, elle est allée épouser ce type autochtone non blanc. Et même, regarde ça, c'est sa fille, elle porte un hijab. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc évidemment, elle s'est intégrée à sa culture, mais lui ne l'a pas fait. Que fait-on de cette famille? Évidemment, on ne va pas les séparer. Très bien. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'exemples comme celui-ci. La plupart sont comme ça. Ils se marient même dans leur famille ou culture. Ils ne le font pas, c'est simple. Il suffit de tous les attraper. Désolé, vous devez retourner. Nous devons avancer. 95% de la démographie des 95%. Qu'est-ce que tu as pour les Britanniques blancs et pour le recensement qui a été fait en 21, je crois que c'était quoi? 73, 72, 5%. Et puis ça, c'était avant la vague migratoire sous Boris, ce qui veut dire que, et évidemment, le recensement sous-déclare en quelque sorte beaucoup de migrants qui, par exemple, ont une suroccupation des logements sociaux et tout ça, où ils peuvent un peu mentir et fausser les données. Donc, on est probablement sur une estimation prudente d'environ 60% ou quelque chose dans l'ordre de 60%. D'origine ethnique britannique blanche. Mais ce n'est pas exact parce que, même si, d'accord, si vous aviez une population nationale de 60% et que chaque région du pays était censée être composée à 60% de Britanniques blancs, cela serait en fait techniquement, démographiquement sécurisé. Cependant, le problème que vous avez maintenant, c'est d'abord que là où il y a plus d'étrangers, c'est par exemple dans les maternités. Il y a donc plus de personnes qui nous dépassent en nombre de naissances et il y a aussi le problème des populations régionales. Donc, il y a certaines zones de Birmingham qui ont environ 36% de population étrangère, ce qui est un problème. Maintenant, si vous aviez une micro-population de Dix, 15% dans chaque région du pays, cela irait. Disons alors, évidemment, en se basant sur les pourcentages, on va utiliser 40% comme moyenne. Oui. On dira que 25% sont complètement ethniquement bruns. Vous savez, Afro, noirs, asiatiques, peu importe.
Aucune goutte de sang anglo-germanique blanc en eux, absolument aucune. Les renverrais-tu quand même s'ils sont intégrés et qu'ils travaillent, payent des impôts, parlent anglais? Donc tu dis que dans tout le Royaume-Uni, hypothétiquement, Cela représente 25%. si chaque région prétendait n'avoir qu'une population étrangère de 25% et qu'il s'agissait de migrants hautement qualifiés ou plutôt de grande qualité dans le cas d'une bonne intégration, j'aurais moins de problèmes avec la migration. Ce ne serait pas prioritaire dans mes actions militantes. Nous revenons au way. Encore une fois, ils vous donnent toujours l'image la plus idyllique, comme s'ils étaient totalement intégrés, totalement assimilés. Je ne pense pas qu'on atteindra ces chiffres. Je pense que la grande majorité de ces personnes ne rempliront pas les critères. Voilà, c'est Paris. De quel point de vue sont-ils intégrés ou assimilés? Oubliez qu'ils perdent des impôts, la plupart ne le font sûrement pas et touchent juste des allocations. Mais j'imagine que même s'ils font des petits boulots mal payés, oui, ils doivent quand même être expulsés. Regardez ça. Regardez ça, c'est la Suède. Ils agitent le drapeau islamique. Rien que ça, même s'il travaille, même s'il est sa médecin, je dirais qu'il doit quand même. Il doit être expulsé, vu sa façon de s'habiller et où vont ses loyautés. C'est tout. Même dans ce cas, il doit être expulsé. Regardez ça. Regardez tout ce quartier. Je ne sais même pas s'ils travaillent. S'ils ont un emploi, c'est comme livreur Deliveroo, Uber Eats ou autre. Um, Ils doivent partir. Ils ont échoué, ils ne se sont pas intégrés ni assimilés au niveau que la société britannique exige. Donc oui, ils aiment peindre ces tableaux des images très idylliques, mais non, désolé, ils ne s'intègrent pas. Beaucoup de travailleurs qualifiés, mais je ne sais pas si vous le saviez, beaucoup de gens ici ne sont pas paresseux, mais ils sont contraints par le système d'allocation. Ouais, mais donc, Donc, à cause du système d'allocation, ils sont forcés d'accepter des emplois mal payés pour pouvoir faire ces petits boulots et, en même temps, leur famille peut continuer à toucher leurs allocations. Oui, c'est pour ça que je suis contre tout le système d'allocation. je m'éloigne de nombreuses idées de droite, donc je comprends que les jeunes aient des allocations. Ils sont écrasés, sans réelles ambitions professionnelles. Un jeune sur 4 âgé de 18 à 24 ans est dans le besoin, donc ils sont sans emploi et ils ont un faible niveau d'études. Ils ne sont pas actuellement en formation. Donc j'ai de la peine pour les jeunes. Et oui, il faut qu'il y ait une discussion plus large sur la façon de résoudre le problème du chômage chez les jeunes. Cependant, je pense toujours que cela est en grande partie dû aux travailleurs étrangers. Et je vais vous dire pourquoi. Quand j'avais 16 ans, impossible de trouver un emploi. Je n'avais aucune chance sans expérience. Et le coût de l'assurance pour embaucher un jeune de 16 ans, comparé aux bénéfices, est pratiquement nul. Vous devez payer une assurance plus élevée pour embaucher des personnes âgées de 16 à 18 ans qui ne peuvent pas travailler autant d'heures. Et il y a une réglementation plus stricte pour ces travailleurs, ce qui fait que personne n'embauche vraiment de jeunes parce qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'il y a un coût plus élevé et un risque plus important. Si vous comparez un Britannique de naissance, lorsqu'il atteint 18 ans, à la quantité d'expérience professionnelle qu'il aura par rapport à un travailleur étranger qui a vécu dans un autre pays depuis l'âge de 18 ans et qui est venu ici, il aura statistiquement plus d'expérience professionnelle. Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas de ça que je parle, c'est une question d'éthique de travail. Donc ce que je constate dans ce pays, c'est que certaines personnes veulent travailler. Eh bien, prenez par exemple, je voulais travailler quand j'étais en logement d'urgence, quand je me suis déclaré sans abri. J'en parle tout le temps. Pour ma part, j'observais un groupe de 22 personnes qui vivaient dans le même logement que moi. Aucun de nous n'était employé. Tout le monde s'est retrouvé au chômage. Et puis, pendant qu'on est là dans le logement, on nous pousse essentiellement vers des prestations sociales pour raisons de santé mentale, en se déclarant handicapé, alors qu'on n'y a pas vraiment droit. Exactement, c'est pour ça que je déteste toute cette culture de l'assistanat. Je la déteste. Je la déteste vraiment. Je vois même des personnes avec un handicap mental, même si on ne leur donne pas d'allocation, ça ferait ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait une femme sur Talk TV, elle débattait avec with l'animateur conservateur, et il disait en gros que le Royaume-Uni devait supprimer ce nouveau programme d'aide sociale pour les personnes handicapées. Et elle a tout de suite réagi, elle l'a tout de suite interrompu, et elle a dit « Qu'est-ce que vous savez du handicap ?» J'ai un handicap, et j'ai postulé à tellement d'emplois. Et j'ai répondu honnêtement que j'avais tel et tel handicap, mais je n'ai jamais eu de réponse. Donc je n'ai jamais eu le poste.
Elle disait que les personnes handicapées ne trouvent pas d'emploi. Mais ensuite, elle était assise là en tant que directrice d'une organisation. Et puis je ne sais pas pourquoi l'animateur n'a pas relevé ça, mais il aurait dû dire « Eh bien voilà, tu vois, voilà, quand tu as été poussé dans tes retranchements, tu as trouvé quelque chose. Maintenant, tu es une femme indépendante et accomplie qui dirige sa propre organisation. Tu travailles pour toi-même et tu ne dépends pas des allocations sociales. Tu vois l'effet de ne pas distribuer d'aide ? C'est la force de cette approche, je crois qu'il y fait référence. Pourtant, il devrait être un capitaliste forcené, pas un socialiste, car les socialistes soutiennent fortement les allocations. L'assistance sociale nous dit cela, je suis d'accord. Maintenant, pour revenir à cela, en fait, nous forçons essentiellement les jeunes, et pas seulement les jeunes d'ailleurs, mais aussi la génération actuelle, les personnes plus âgées. On en voit beaucoup qui touchent des allocations, alors que je vois beaucoup de travailleurs migrants qui travaillent, payent un loyer dans le privé et ont probablement encore plus de difficultés. Je veux dire, ne te méprends pas. Je ne dis pas être d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas qu'il faut nous inonder de main-d'œuvre bon marché, car c'est de l'usure. Comme nous l'avons toujours dit, c'est mal, car cela revient à nous diaboliser. Cependant, quand le système d'aide sociale est construit comme ça par les conservateurs qui sont en place depuis si longtemps, pas seulement depuis les années 1980, mais aussi depuis les 14 dernières années où ils étaient au pouvoir, nous nous retrouvons dans un système où nous n'avons pas une population qui veut travailler, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. Je pensais que nous serions d'accord sur beaucoup, mais non, ce que je dis n'est pas fasciste. Et si c'était l'inverse, de toute façon, c'était faux. Eh bien, alors tu devrais lui demander, alors, tu devrais être un capitaliste fou, alors. Jeune Bob, tu aurais pu lui demander, es-tu socialiste ? La plupart des membres d'Antifa ne sont-ils pas très socialistes ? Ou peut-être que je ne suis pas à la hauteur ici, alors. Parce que oui, s'il s'oppose clairement au système de protection sociale, alors il doit l'être. Oui, il ne doit donc pas être socialiste. Selon moi, d'après mon expérience, ils sont tous socialistes. Oui, continuez à lui donner des aides. Taxez les riches, taxez les milliardaires. Merci mec, applaudissons-le tous, allez-y. Il y aura sûrement un gars qui protestera contre nous lors d'une manifestation. Cela montre qu'il y a de l'humanité des deux côtés. Bien. Oui, c'était le jeune Bob. Voilà. Je pense qu'il est très bon. Il comprend vraiment de quoi il parle, c'est pour ça que je pense qu'il est très bon. Mais d'ailleurs, il a été attaqué plusieurs fois par ces gens d'Antifa, pas par ce gars-là. Ce gars-là était évidemment intelligent et sympa. Mais oui, il a été attaqué et tabassé par, vous savez, des foules de gauchistes socialistes woke. Vous savez, il a été attaqué par la foule gauchiste socialiste woke.